C'est comme ça que j'aime le dire. Aujourd'hui, nous allons faire la découverte d'une personne. Elle est dans le milieu de l'enseignement. C'est Madame Milly Théodora Miré, à qui je dis bonjour. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Pour la première fois dans Symbiose. Bonjour et merci de m'avoir invité. Pour nous aussi, c'est un privilège de vous avoir. On nous dit que vous bougez un peu partout, vous touchez un peu à tout. On va découvrir tout cela. Mais avant, il faut revenir sur l'information. Le Congo a pleuré récemment son ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, président fondateur de l'UFD, l'Union des forces démocratiques, Charles David Ganao, qui a été inhumé hier à Djambala, dans le département des Plateaux. Nous allons nous dire quelque chose là-dessus. Je ne sais pas si vous avez connu l'homme, mais ce qui est vrai, c'est qu'il a parrainé plusieurs cadres du département des Plateaux. Nous allons découvrir l'ambiance, je l'appelle comme ça, l'ambiance des obsèques du côté de Djambala, et je vous retrouve juste après. Pose désormais dans les entrailles de la terre de ses aïeux, là-bas dans sa Djambala natale. La mise en terre de la dépouille mortelle du patriarche s'est déroulée dans la stricte intimité familiale, comme le veut la tradition Téké, ce mercredi à Djambala village, situé à quelques encablures de Djambala Poste. Peu avant cette inhumation, un rituel traditionnel a été organisé au quartier Razel, où la dépouille mortelle a été exposée. Chants et danses traditionnels accompagnés de quelques incantations réservées aux initiés ont marqué cette cérémonie à laquelle les habitants de Djambala et de toute la contrée de Téké étaient venus nombreux assister. On a noté la présence des ministres, parlementaires, autorités départementales, chefs coutumiers et surtout celles de la reine Ngaleforo. Selon les natifs des plateaux, ce rituel est une marque d'honneur réservée au grand chef traditionnel du coin. Charles David Ganao, faut-il le rappeler, qui est issu d'une famille de préfets, une sorte de ministre plénipotentiaire du royaume Téké, aimait consommer surtout des produits du terroir et s'entourer des symboles de sa culture. Voilà, mesdames et messieurs, c'était à Djambala hier. Madame Miré, vous avez connu David Charles Ganao? Alors, je ne l'ai pas connu parce que malheureusement, je suis partie assez jeune du Congo. Mais j'ai eu la chance de regarder il y a 2 jours une interview de lui diffusée par vos collègues de DRTV. Alors, ce que j'ai retenu de cette interview, j'ai même mis sa photo sur ma page Facebook et j'ai pas eu le temps de mettre la phrase qui m'a marquée. Alors, il disait quand un pays se livre à une guerre civile comme le nôtre, il n'y a pas de vainqueur ou de vaincu, il y a un perdant, le pays. Oui. Et c'est ce qui m'a marqué. Donc, ce qu'on perd en une journée, on met des années à le reconstruire. À le reconstruire, parce qu'en réalité, il est aussi difficile de reconstruire que de construire. Charles David Ganao, un homme qui forçait le respect, un homme du consensus, comme on dit. Et voilà, il s'en est allé, il a laissé pas mal de filleuls, il faut le dire. Et en passant, moi, je dis bonjour à l'un d'eux qui a été élu député dans la circonscription de Djambala, M. Josué Rodrigue Limba, qui est le ministre délégué à l'aménagement du territoire. Alors, que je félicite et que je salue aussi. Ah voilà, en plus il nous suit. Alors, Milly Théodora Miré, vous êtes enseignante, vous êtes dans la recherche. Comment doit-on vous définir? Alors, c'est très simple. Donc, je suis Milly Théodora Miré, je suis maître de conférence à l'Université de Versailles. Donc, maître de conférence, ça veut dire que je fais de l'enseignement et je fais de la recherche à l'Université de Versailles. Alors, la recherche sur quoi? Quel est le domaine de prédilection? Alors, je travaille sur les outils modernes de la communication, ou les technologies de l'information et de la communication, depuis ma thèse de doctorat que j'avais faite à France Télécom. Et j'ai continué à m'intéresser sur le sujet. Et là, ce qui m'amène au Congo, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, c'est le projet que j'ai mis en place. C'était un projet de recherche au départ, pour pouvoir être professeur des universités, mais qui a des applications pédagogiques. J'ai commencé par le Congo et la France aussi. D'accord. Alors, vous avez fait pas mal de conférences, vous êtes maître de conférences. Vous traitez de la question du numérique dans la communication. Je peux le dire comme ça. Oui, oui. Les techniques d'information de la communication, un terme qui est arrivé avec l'avènement de tout ce qui est Internet, tout ce qui est numérique. Vous travaillez en France, vous êtes plus en France qu'en République du Congo. Quelle est la place du Congo dans le numérique aujourd'hui? Sommes-nous assez avancés ou la sempiternelle question de l'Afrique et du Congo toujours en train de traîner les pieds? Alors, je suis en France, mais depuis 2 ans, grâce à ce projet, je suis régulièrement au Congo. Donc, j'ai commencé à Pointe-Noire
et depuis le mois de février à Brazzaville. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le numérique au Congo? Bon, on peut constater en fait, contrairement à ce que pensaient mes collègues occidentaux, c'est qu'il y a quand même eu un boom chez nous. C'est-à-dire qu'on a les Congolais ont réussi à s'approprier la technologie. Alors qu'au départ, ce qui se disait dans les discours, c'est que au Congo, on a des problèmes on a des problèmes d'infrastructure et autres, et que le Congolais n'aura pas accès, la fameuse fracture numérique. Et finalement, les Congolais ont montré, les Africains surtout, ils ont montré qu'ils pouvaient se débrouiller. Ils ont mis en place un système de recharge. Voilà, ils se sont débrouillés en fait. Ils ont mis un système de recharge de téléphone que j'utilise aussi quand je suis au Congo. Ils se sont passés des téléphones. Nous qui sommes en France, on a acheté des téléphones pour la famille qui était restée au Congo. Ce qui fait que aujourd'hui, c'est un marché qui est porteur. J'ai lu quelque part que l'Afrique était le deuxième marché porteur. En effet. Donc moi, quand je fais des présentations sur le Congo à l'université de Versailles, les collègues sont impressionnés. Ils me disent, il se passe des choses chez toi et c'est intéressant. Mais est-ce que, pour vous interrompre un moment, est-ce que le numérique au Congo, en Afrique, doit-il se résumer essentiellement au téléphone portable? Justement, non. Parce qu'en fait, moi, le souci, déjà au niveau du téléphone portable, moi, j'en ai deux là. Vous en avez sans doute deux aussi. Mais la difficulté chez nous, c'est au niveau des services. Donc, je parle du Congo en particulier. Et ce qui m'a marqué, ce qui m'a incité à mettre en place ce projet, c'est le fait que nous avons 2-3 portables. Mais quand un Congolais moyen se trouve en situation d'urgence, comment fait-il? Qui appelle-t-il? Est-ce qu'il peut appeler une ambulance? Est-ce qu'il peut appeler un médecin de garde? Est-ce qu'il peut appeler les pompiers? Donc ça, c'est la première difficulté. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un jeune entrepreneur congolais qui a mis en place une tablette africaine. Voilà, c'est une tablette que nous avons lancée dans cette même émission. C'est une très bonne chose, sauf qu'il nous manque toujours du contenu. Des applications. Donc ça, c'est quelque chose que nous devons travailler. Donc c'est pour ça que je viens depuis 2 ans au Congo pour travailler avec les étudiants. Et la troisième chose, c'est la visibilité du Congo sur Internet. C'est-à-dire qu'on ait une présentation objective de notre pays sur Internet. Ses potentialités, ce qu'on peut y trouver. D'une manière objective. D'une manière objective. Alors, j'ai fait travailler là au mois de mars mes étudiants français sur le Congo. On a eu du mal à avoir des informations sur nos jours fériés, sur nos coutumes, sur les plages du Congo, sur ce qui fait le Congo aujourd'hui. Ce qui fait le Congo. Et on a vraiment du mal. Donc c'est là en fait que c'est sur ces domaines-là que je pense nous devons faire des efforts. D'accord. Alors pour revenir à cette question du téléphone portable, l'appropriation par la population du téléphone portable, est-ce que c'est le projet MODIM? J'ai entendu parler de ça dans les couloirs. Décrivez-nous en substance ce qu'est MODIM. Alors MODIM veut dire mobile, développement, innovation et mutation. Donc au départ, en fait, c'est quand j'arrive au Congo et que je me rends compte que le Congolais moyen, il a 2 portables qu'il utilise, mais sauf que ça se limite essentiellement à émettre et à recevoir des appels, et à envoyer et à recevoir des SMS. Donc pour ma part, c'est assez réduit. Alors plutôt que de rentrer en France et de prendre un pseudo et de faire du bruit sur Facebook, je me suis dit, je vais venir sur le terrain et je vais former des étudiants. Donc j'ai commencé à l'École supérieure de technologie du littoral l'année dernière, et depuis le mois de mars, je suis invitée par le CEFI-CIRAS, que je remercie sa direction et ses collègues. L'idée en fait, c'est de montrer aux étudiants en informatique et aux télécommunications qu'il y a des possibilités, qu'ils ne doivent pas attendre de finir leurs études pour être salariés chez MTN ou chez Warid, je n'ai rien contre, mais qu'ils ont des possibilités en fait. Ils peuvent créer des applications, des logiciels. Comme l'a fait un Kenyan, je pense. Il y a un Kenyan qui a créé pas plus de 8 applications. Oui, voilà. C'est-à-dire que nous avons des jeunes qui sont très, très doués. Moi, je le vois pendant mes cours. Mais il faut juste qu'ils soient encadrés. Donc, la première partie de MODIM, c'était la partie formation. Former les étudiants pour leur montrer les potentialités en termes de TIC que nous avons ici. Vous voyez, par exemple, moi, j'ai dû attendre de venir au Congo pour découvrir les belles plages que nous avons à Pointe-Noire. Je trouve parce que le relais n'est pas fait du côté de l'extérieur, alors qu'il
il y a un armada d'infrastructures. Voilà, je trouve que c'est c'est gênant et c'est dommage parce que ce sont des potentialités que nous avons, que nous pouvons montrer aux autres. D'accord, voilà, mais vous nous parlez de Modim, vous avez parlé de Modim à ces étudiants en informatique. Quel a été donc le résultat du lancement de ce projet? Alors, le résultat, dans un premier temps, c'est la formation de ces étudiants-là, c'est leur montrer qu'il y a ces possibilités-là. Donc, on peut faire après des projets tutorés pour avoir des applications concrètes. Donc, il y a la formation. Mais quand j'arrive, en fait, au Congo, j'ai le projet Modim et je me rends compte qu'il y a des besoins aussi en termes de formation pour ces jeunes. C'est-à-dire les bases... Ils sont pas assez formés en matière de communication... Si vous dites qu'il y a un problème de base... en matière de communication... C'est une pierre jetée aux enseignants aussi, aux formateurs. Alors, moi, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain. C'est-à-dire, quand j'arrive, je ne peux pas travailler tout de suite sur mon projet parce que les étudiants ont des difficultés. Des tares, s'il faut le dire. Non, je dirais des difficultés, des faiblesses en matière de base, les bases même de la communication. Des tares en communication. Voilà, comment communiquer avec l'autre, comment me présenter à l'autre, comment vendre mon projet, comment me vendre, comment construire un projet. Alors, je ne peux pas tout de suite mettre en place le projet Modim, alors que j'ai des étudiants qui ont des difficultés concrètes. Alors, on travaille d'abord leur projet et ensuite, je leur montre les potentialités des technologies de l'information et de la communication. Donc, il y a eu une partie formation et depuis peu, en fait, on a eu envie de construire, nous, une application. Et comme je suis enseignante, donc moi, mon application, c'est dans le domaine de l'enseignement. Et comme j'enseigne au Congo et en France, l'idée, c'est de mettre en place une plateforme informatique d'échange entre mes étudiants de France et du Congo. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et les étudiants français, ils ont conçu la maquette. Et les étudiants du CEFI-CIRAS vont faire la conception. Donc, c'est ce que nous faisons depuis. Nous avons commencé lundi. Et c'est ce que nous allons continuer. C'est récent. Alors, y a-t-il une différence entre ce volet Modim et e-projet Congo-France? Est-ce que c'est deux structures distinctes? J'ai tendance à dire, pour plaisanter, que e-projet, c'est le fils de Modim. Parce qu'en fait, c'est le nom choisi par mes étudiants. Vous savez, nous, en recherche, des fois, on donne un nom au projet. Parce qu'au départ, comme je vous disais, c'était un projet de recherche qui devait me permettre... qui doit toujours me permettre de passer l'habilitation à diriger les recherches pour être professeur des universités. Sauf qu'il y a eu des applications pédagogiques et comme il y a des besoins et que je suis quelqu'un de passionné, donc je continue à enseigner. Alors, les étudiants m'ont dit, Madame, Modim, ça ne nous parle pas trop. Vous savez, ce sont des jeunes. Oui. Alors, ils m'ont dit e-projet. Voilà. Ils ont dit e-projet Congo-France. Ça nous parle plus, aussi bien ceux de France que du Congo. Et moi, je me rends compte, en fait, que c'est deux pays différents, mais ils se ressemblent. Ils sont tous accros à Facebook, au portable, au TIC. Donc, ils ont dit, Madame, e-projet, ça nous parle plus. Et donc, on a appelé la plateforme e-projet Congo-France. D'accord. Alors, selon vous, qu'est-ce qui retarde les avancées du Congo en matière de télécom? Est-ce que c'est la formation ou les infrastructures? Les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'on peut avoir des infrastructures, tout ce qu'il faut en matière d'infrastructure, si la population n'est pas formée. Parce que c'est la population qui va utiliser ces fameuses technologies de l'information. Donc, s'il n'y a pas des actions de formation, d'éducation, nous allons nous retrouver avec des tonneaux vides qui vont faire beaucoup de bruit. Donc moi, je vais me balader avec mon Samsung. Et finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si je suis en situation d'urgence ici, je ne peux pas l'utiliser parce que je ne peux pas faire appel au secours. Voilà, je ne peux pas appeler les pompiers. Donc j'ai testé, moi, pendant mon séjour là au Congo, d'appeler les pompiers. Il y avait un numéro. Ça m'a coûté 500 francs CFA les 6 minutes. Alors, imaginons un peu que je n'ai pas de crédit. Alors, on m'a dit qu'il y avait un numéro vert, donc je suis allée voir. Mais le souci, c'est aussi, je suis malade à Ouenze ou à Talangaï ou à Bakongo, qu'importe. Je peux appeler un médecin si j'ai un souci. Je peux appeler une ambulance. Je peux être secouru, quelle que soit l'heure de la journée, quel que soit le lieu où je me trouve. C'est ça, en fait, la difficulté. Donc, le Congo a des efforts à faire en matière d'investissement, parce que c'est important qu'on puisse continuer à être joignable, mais aussi
en matière de vulgarisation. Donc c'est pour ça qu'il faut des émissions comme les vôtres. Une autre émission Technobase, je fais un peu de publicité, mais je pense que vous serez fair play, qui est diffusée sur Micodec, à laquelle j'ai participé, sur Radio Micodec. Il faut aussi des actions sur le terrain. Vous voyez, moi, quand je vais chez maman là, à Wenzé, bah, je vois des jeunes, bah, ils n'ont jamais vu. Donc, je fais un peu, moi, la vulgarisation chez ma mère. Je lui ai montré il y a un jour Facebook, je lui ai montré Internet. Mais il faut qu'il y ait des relais sur le terrain, c'est très important. D'accord, mais nous allons faire une pause avec un clin d'œil au ministère de l'Enseignement supérieur qui a lancé de vastes projets, d'érection de beaucoup de chantiers, beaucoup de bâtiments pour les différentes facultés de l'Université Mariangouabi. Nous y faisons un tour pour vous retrouver juste après. Abena a commencé sa visite au rectorat de l'université Mariangouabi où 2 amphithéâtres R1 de 1600 places sont en cours de construction. Ici, les maçons s'attellent à construire les poutres. Ange-Antoine Abena est allé constater la réhabilitation de 3 salles à l'École nationale supérieure polytechnique, l'ENSP. Il s'est rendu également à la chaire de l'UNESCO où une salle de cours et un bureau sont en réfection. Le ministre apprécie le niveau d'exécution des travaux. Satisfaction globalement, mais nous allons travailler pour que ce dernier projet se fasse normalement. Pourtant, du côté de la faculté des sciences économiques, le constat est amer. Nous n'avons jamais construit notre faculté des sciences économiques. Et donc, c'est le début de sa construction. L'amphithéâtre, mais aussi ces bâtiments que nous obtenons du projet PPTE, qui pose encore beaucoup de problèmes. Là, vous avez vu un peu ma déception. Ça nous interpelle. Ça n'avance pas. Monsieur le ministre, il y a des chantiers des amphithéâtres qui se font. Et que dites-vous du logement des étudiants? Oui, un véritable problème aussi. Mais il est prévu là, tout juste derrière, la construction d'une nouvelle résidence de 600 places l'année prochaine. Et pour le ministre, ces bâtiments doivent être disponibles à la prochaine rentrée académique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'action du ministre Ange-Antoine Abena, ministre de l'Enseignement supérieur. Sur le terrain, il a visité les différents chantiers de l'Université Mariangouabi. Vous prestez aussi à ce niveau-là? Au niveau de l'Université Mariangouabi? Prester, je ne sais pas ce que ça veut dire. Faire des prestations, voilà. Non, je n'interviens qu'au CFI-CIRAS. Oui. Pour l'instant, c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup de travail. Mais j'ai eu des contacts, hein, il faut après que je regarde en fonction de mon emploi du temps. Mais ce qui m'emmène au Congo, c'est aussi une demande du vice-président de l'Université de Versailles qui souhaite mettre en place un partenariat entre les établissements supérieurs du Congo et l'Université de Versailles. Donc on pourra, par exemple, accompagner le développement de l'Université Mariangouabi, mettre en place des échanges. Donc après, bon, je suis venue pour faire un état des lieux des besoins. Alors comme je n'ai pas le temps de faire le tour de tous les établissements supérieurs du Congo, alors je lance un appel. Je suis au CFI-CIRAS, c'est là où je passe mes journées. Donc si des responsables des établissements supérieurs du Congo souhaitent travailler avec l'Université de Versailles, ben, ils peuvent passer me voir. Il y a une question qui me titille. Quelle est la nature de vos prestations au niveau de l'Université de Versailles? Apparemment, vous êtes réellement le fil d'Ariane entre les instituts d'ici et cette université. Alors, je suis maître de conférence, comme je l'ai dit au départ, maître de conférence à l'Université de Versailles. Et l'Université de Versailles, en fait, fait partie du classement de Shanghai. Donc, fait partie des universités les plus cotées au monde. Et si cette université est cotée, c'est grâce à sa politique de relations internationales qu'elle tend à développer. Alors moi, je me suis rendu compte que l'université qui m'emploie n'était pas présente au Congo. Donc du coup, j'ai proposé, j'ai proposé à mes responsables, modestement, je leur ai dit, mais ça serait bien qu'on fasse quelque chose aussi, qu'on mette en place un partenariat avec le Congo. Alors du coup, je me suis dévouée, comme je dis en souriant à mes collègues, pour que le Congo soit présent à l'Université de Versailles, qu'on puisse mettre en place
des projets, qu'on fasse des séminaires ensemble, qu'il y ait la possibilité pour des étudiants congolais de venir poursuivre leurs études à l'université. Cela a déjà été fait ou encore sur papier? Là, on y travaille. Il faut qu'on fasse un protocole d'accord. Donc, je suis venue pour faire un état des lieux des besoins du Congo. Qu'est-ce que le Congo souhaite et qu'est-ce que l'université de Versailles veut. Et à partir de là, on peut mettre en place un partenariat pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, en fait. D'accord. Alors, Madame Milly Théodora Miéré, vous êtes au four et au moulin. Je constate que vous avez écrit sur la communication et le management stratégique aux éditions universitaires européennes. Oui, je ne suis pas au four et au moulin, c'est peut-être l'impression que je donne, mais ça fait partie de mon travail en fait. C'est-à-dire qu'être maître de conférence, c'est donner des cours, faire de la recherche et écrire. Donc écrire un livre, ça fait partie C'est le premier ouvrage? Oui, c'est mon premier, il est sorti au mois de janvier. Oui. Et j'en suis assez fière parce que c'était un rêve de petite fille de pouvoir écrire. Alors, c'est un livre qui s'intitule « Communication et management stratégique ». Donc, l'idée, c'est de montrer que dans les décisions qu'on prend en termes de management, des grandes décisions, aussi bien dans une entreprise que là, par rapport au Congo, ces décisions ont besoin d'être relayées sur le terrain. Donc là, je me suis appuyée sur l'exemple de France Télécom, qui était le 4e opérateur de télécommunications mondial. Je me suis appuyée sur cet exemple-là pour montrer en fait comment les gouvernements français successifs ainsi que les dirigeants de France Télécom, comment ils ont procédé pour faire accepter le changement aux salariés et à la population aussi. Parce que la population française était très attachée à la notion de service public. Comment ils ont procédé. Donc le côté social. Voilà, c'est ce qui m'a intéressé. D'accord. Alors moi je dis, 4 opérateurs de téléphonie mobile se disputent la clientèle en République du Congo. Est-ce assez ou moins pour une population de moins de 4 millions d'habitants? Alors là, je ne pourrais pas vous répondre. Je n'ai pas suffisamment d'éléments pour dire que c'est assez ou c'est pas assez. Là, franchement, vous me posez une colle. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pose la question parce que je reviens sur la question de l'appropriation par la population du téléphone portable. Oui, allez-y. Alors, par contre, ce qui n'est pas assez, c'est des boutiques modernes dans les quartiers populaires. Qu'entendez-vous par boutique moderne? Alors, parce par que exemple, celui qui nous entend, il se dit les boutiques vendent téléphone portable. Par exemple, je suis allée il y a 2 jours faire ma connexion à Internet dans une boutique d'un opérateur qui se trouve dans le centre-ville. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a besoin d'aller jusqu'au centre-ville pour pouvoir faire certaines opérations. C'est pas décentralisé. Et donc, voilà, c'est ça en fait la difficulté du Congo. C'est que tous les services, aussi bien les services publics que les services commerciaux, sont dans le centre-ville. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les quartiers? Nous avons des boutiques, comment vous allez appeler ça? Boutiques de distribution qui sont très limitées, traditionnelles. Oui. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons des petits jeunes qui font office de cabine téléphonique. L'idéal serait en fait qu'on ait des boutiques modernes dans les quartiers populaires également. Ok. Alors, pour revenir au CEFI-CIRAS, pourquoi le CEFI-CIRAS? Alors, pourquoi le CEFI-CIRAS? J'ai envie de dire pourquoi pas. Parce qu'il faut bien une porte d'entrée. Est-ce qu'ils ont l'apanage de l'informatique? Alors, ils n'ont pas l'apanage de l'informatique, mais moi j'ai envie de dire qu'ils ont été beaucoup plus réactifs et assez convaincants parce qu'ils sont venus me voir à Pointe-Noire au mois de novembre pour me dire qu'ils souhaitaient travailler avec moi, qu'ils souhaitaient faire bénéficier du projet à leurs étudiants. Donc moi, je suis très heureuse, surtout que les étudiants m'ont choisi comme marraine de leur promotion. Et j'en profite pour leur faire un petit coucou et une petite pub parce qu'ils font une cérémonie le 30 juillet à laquelle vous êtes invités. Et il y aura des démonstrations. Donc on montrera en fait qu'est-ce que les étudiants du CEFI-CIRAS sont capables de faire. D'accord. Alors, vous avez une association, vous m'avez dit, de quoi traiter? Oui, voilà, je viens de lancer EduAction parce que c'est depuis 2009... Vous comprenez que vous êtes vraiment fourré au moulin. Parce que vraiment, moi, pour ce qui est de la quantité d'activités sur le terrain, c'est énorme. Non, en fait, j'ai pas l'impression parce que Vous avez du temps? Non, c'est pas une question de temps. Je fais ce qui me plaît et c'est peut-être la chance d'avoir...
fait le parcours, le parcours que j'ai fait. Vous parlez de votre cursus? Voilà, je parle de mon cursus. D'accord. Et là, en fait, je fais des choses qui me passionnent. J'aime enseigner, j'aime écrire et je m'intéresse à l'intérêt général. Alors, quand je suis arrivée pour la première fois, je suis revenue après des années d'exil, entre guillemets, au Congo. Je suis venue avec ma petite fille et on était venus pour passer Noël au Congo et on avait ramené des fournitures scolaires. Donc depuis 2009, je soutenais une école et je soutiens toujours qui est à Talangaï. C'est quoi le nom? David Tolbert. Donc EduAction, si je comprends bien, c'est quoi? C'est le soutien Alors EduAction, en fait, ce sont des amis français que je salue aussi. Qui m'ont séquestré gentiment il y a 2 semaines parce qu'ils m'ont dit écoute, par rapport à tes activités humanitaires, ça serait bien que tu aies une association. Donc on a fait l'association EduAction et je suis la marraine. Ils m'ont élue présidente. C'est très gentil de leur part. Depuis fin juin, donc je suis 2012, là. Oui, c'est très récent. Très récent. Parce qu'en fait, au début, je faisais des opérations, des actions dites humanitaires, mais à titre individuel. Chaque fois que je suis venue en mission au Congo, j'en ai profité pour l'anonymat. Voilà, j'en ai profité pour amener des livres. J'avais fait don l'année dernière à mes étudiants de Pointe-Noire de 300 préservatifs que j'avais ramenés. Donc je ramène toujours des choses. Et puis mes amis français, ils m'ont dit écoute, ça serait bien que tu aies une structure. Donc du coup, on a fait ça. C'est EduAction. Et on va faire aussi quelque chose, une action le 30 juillet. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, il n'y a pas de souci. C'est avec mes étudiants du CEFI-SIRAS. On ira à l'école Sabukulu 2, qui est mon école, là où j'ai appris à lire et à écrire. Ah, d'accord. Et donc, on ira là-bas faire une petite action. Alors, dites-moi, Madame Miéré, on parle des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Leur rôle aussi est très important au niveau social. Et moi, je souhaiterais soulever la question de cet apport dans la révolution arabe, le printemps arabe, comme on l'entend. Une grande révolution, une révolution qui a pris corps avec l'apport de Facebook, par exemple, des réseaux sociaux. Oui. Un mot à dire là-dessus? Alors, j'ai un tout petit mot à dire, parce que il se trouve que j'étais en Tunisie quand ça a commencé. Ah bon? Oui, j'étais en Tunisie. Et moi, ce que je constate, en fait, par rapport à Facebook, c'est que pour nous, les Congolais, on a longtemps eu du mal à communiquer, parce qu'on est un peu partout dans le monde, on a eu du mal à communiquer. On se perd de vue. Voilà, on se perd de vue. Et là, moi, ce que je constate depuis que je travaille sur les TIC, c'est quelque chose de magique. Enfin, j'ai l'air d'une petite fille en disant ça, parce qu'en fait, je peux communiquer avec des amis, avec des gens qui sont sur là au Congo. J'ai retrouvé un oncle paternel qui est au Mexique. J'ai retrouvé des amis qui sont en Grèce. Grâce aux réseaux sociaux. Et on organise aussi des débats thématiques, parce que l'idée, c'est de montrer aux étudiants que justement Facebook, c'est pas je mets une belle photo de moi avec des amis. Parce que c'est la question que j'allais vous poser, la réelle utilisation de ces réseaux sociaux par nos jeunes. Ça, il faut le montrer. Ça ne coule pas de source. Et à l'université, par exemple, moi j'ai un cours sur les outils modernes de la communication. Donc on a institué ça. C'est comme bâtir un projet personnel. Il faut que les individus soient accompagnés. Donc j'essaie de donner l'exemple. De temps en temps, je mets aussi une photo de moi et mes amis cliquent sur j'aime. Mais j'essaie d'organiser des petits débats thématiques sur des sujets. Voilà, par exemple sur la fille mère, sur l'éducation au Congo. Le sida, par exemple. Le sida, par exemple. La dernière fois, j'étais très, très satisfaite parce qu'il y a une de mes étudiantes de Pointe-Noire qui a lancé un message par rapport au sida sur sa page Facebook que j'ai relayé sur la mienne. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant, cette nouvelle appropriation-là. Mais il faut qu'elle soit accompagnée. D'accord. Mais Symbiose, c'est de l'enseignement aujourd'hui, c'est aussi de la culture. Il n'y a qu'un pas entre les deux. Nous allons faire une pause, un choix du réalisateur de cette émission pour ce matin et nous vous retrouvons juste après. All emotion, can't you feel on us? So far you afraid of all you leave.
close yourself and imagine things are good and safe. Give you my love, give you my love, give you my love, that's all I have. I give you my love, that's all I got. Still the same you are telling me what you have learning. Confusing your mind, afraid of a love. We coming on this world, we don't know where we coming from. I'm not afraid, cause I know where I'm going to. La 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 la, I'm not afraid, I'm not afraid, cause love is a beautiful thing. Still the same you are telling me what you have learning. Confusing your mind, afraid of a love. La 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 la, I'm not afraid, I'm not afraid. Cause love is the beautiful thing. I give you my love. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc Borina, I Give You My Love. Merci en tout cas à l'équipe technique de ce nouveau numéro de Symbiose pour ce morceau assez doux, je le dirais comme ça. Pour vous qui venez de nous rejoindre, je vous rappelle que je reçois Milly Théodora Mieré, enseignant-chercheur. Elle évolue dans la com. Alors, peut-on aujourd'hui se développer sans com? Une question qui peut paraître banale, mais peut-on se passer de la com aujourd'hui? Non, on ne peut pas se passer de la com parce que la communication, c'est vital. Vous savez, quand un enfant, le fœtus commence à se développer dans le ventre de sa mère, vous savez ce qui se passe? Il donne des signes de vie. Je ne sais pas. C'est normal. Alors, il commence par donner des signes de vie. Et pour être mère, je peux vous dire, c'est c'est quelque chose de magique. Et en fait, la communication est vitale. C'est comme toutes les fonctions, en fait, de l'être vivant. On a besoin de communiquer. Et si on ne communique pas, on meurt. Je ne sais pas si vous avez regardé Seul au monde, où je suis une légende. On vous met tout seul sur une île déserte, vous êtes tout seul, seul sur une île déserte, et ben vous mourrez à petit feu. On a besoin de communiquer et on ne peut pas se développer. On n'a pas le feedback, on perd les repères. Voilà, on a besoin de plusieurs types de communication. Le problème, c'est pas de communiquer, mais c'est de bien communiquer. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut adapter les supports à mon public. Par exemple, pour le cas du Congo, je sais qu'on apprécie beaucoup, nous, ici, la communication interpersonnelle. Et c'est pour ça que, moi, je pense, pour avoir vécu l'explosion du 4 mars, je pense qu'il faut des relais sur place. Il faut les chefs de bloc, par exemple, pour communiquer un peu plus, les chefs de quartier. Il faut des associations aussi sur le terrain pour expliquer à la population, parce qu'on a besoin de pédagogie. On a besoin de comprendre ce qui se passe. Autrement, on manque de repères. On peut regarder la télé, mais si une personne vient vous expliquer de vive voix
ce qui se passe, je pense qu'on le comprendra mieux. Donc parfois la proximité est mieux qu'un poste téléviseur. Non, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un support qui soit mieux que l'autre. Est-ce qu'il y a un problème de canevas de com? Les relais utilisés. Parce qu'on dit, vous dites de vive voix, parfois c'est mieux que de regarder la télévision. Est-ce qu'il y a des canevas appropriés pour des sujets appropriés? Oui, ça dépend des pour le 4 mars, par exemple, fallait-il faire du porte-à-porte? Alors, ils ont fait du porte-à-porte pour voir qui était blessé. Mais je pense qu'il faut quand même des relais dans les quartiers, des gens identifiés qui peuvent, en cas de sinistre, en cas de problème, pouvoir informer la population. Parce que moi, c'est ce que j'ai trouvé impressionnant. Tout le monde courait dans tous les sens, donc on ne savait pas trop ce qui se passait. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des gens aussi formés aux gestes qui sauvent. Ça peut être intéressant. Et qu'on ait sur le coude des numéros qu'on peut joindre si jamais il y a un problème. D'où les fameux numéros verts qui posent encore problème. Voilà, d'où les fameux numéros verts. Mais c'est vrai qu'il faut que tout le monde communique un peu mieux. Un peu mieux. Je pense que c'est comme ça qu'on s'en sortira. On ne peut pas se développer sans communiquer. Parce que nous, parfois, nous qui avons fait des longues études, il y a des décisions qu'on peut prendre. Alors, je parle des dirigeants. Des décisions qui peuvent être mal perçues par la population. Donc c'est là aussi, il faut adapter le discours. Il peut y avoir des résistances, comme je parle de l'exemple de France Télécom. Il peut y avoir des résistances, mais on va se dire pourquoi il y a des résistances. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi tel message ne passe pas? Comment faut-il l'adapter pour amener les gens en fait à adhérer au projet de développement? D'accord. Alors concrètement, vous êtes à Brazza pour combien de temps? Alors je suis à Brazza pour quelques jours encore. En fait, c'est le CIRAS qui décide un peu de mon emploi du temps. C'est en fonction de ce que j'ai à réaliser, mais je suis encore là. D'accord. Alors vous nous avez parlé de beaucoup de choses. Pour revenir sur la question de TIC, les pouvoirs publics apportent-ils assez d'attention à ce secteur? Pour vous qui venez souvent à Brazzaville, avons-nous encore beaucoup de temps pour atteindre le niveau des autres, comme on dit? Alors, je pense qu'il y a des progrès à faire. Les pouvoirs publics accordent de l'importance au développement des TIC, mais il y a des progrès. Il y a des progrès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au niveau des boutiques, qu'on ne trouve que dans le centre-ville et pas dans les quartiers populaires. Mais pour parler des boutiques, c'est surtout le côté privé, c'est la privatisation, ça? Oui, c'est le côté privé, mais en fait, on peut demander aux sociétés de téléphonie... Donc une impulsion des pouvoirs publics? Oui, on peut leur demander ce que les autres ont qualifié de service universel. C'est-à-dire que le Congolais, qu'il y ait une sorte de taxe, en fait, après une organisation, pour que le Congolais ait accès. Je crois que c'est l'RPCE qui qui régule un peu le secteur. Je ne sais pas aussi au Congo, après il faut que je vérifie, s'il y a un service clientèle, c'est-à-dire si aujourd'hui je ne suis pas satisfaite de je pense que ça existe auprès des opérateurs. Mais en fait, moi ce que je constate... ça existe de nom, mais sur le terrain, oui, ce que je la façon de faire n'est pas la bonne. Ce que je constate souvent au Congo, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui existent, mais la population n'est pas au courant. C'est là en fait le décalage. On ne communique pas assez. Ou on communique mal. Peut-être. En tout cas, il y a un décalage. Il y a par exemple, je me suis rendu compte que le Congo a beaucoup évolué dans certains domaines, mais surtout nous qui sommes en France, on a parfois du mal. Et c'est quand je viens sur le terrain, on me dit non, mais ça existe. Ou alors quand j'habite, entre guillemets, encore un quartier populaire, parce que ma mère est à Wenze, mais c'est quand je suis là-bas que je me rends compte que la population sur place, elle n'a pas accès, ou elle n'est pas au courant. Alors comment faire si je ne suis pas au courant, si je n'ai pas l'information? Donc au Congo, les gens regardent beaucoup ce que j'appelle les médias de masse, ils regardent beaucoup la télé, mais peut-être qu'il y aura un effort à faire à ce niveau-là. Mais surtout la communication de proximité. La communication de proximité, il y a une pandémie qui fait rage, comme on dit, c'est le sida. Pour revenir à ce que vous avez dit, vous avez offert 300 préservatifs. Oui. C'est l'année dernière, c'est la mairie de ma ville qui m'avait offert, parce que chaque fois que je viens au Congo, en fait, je n'aime pas venir les mains vides. Et vous avez pensé aux préservatifs? Je pense toujours à mes étudiants, à mes collègues, à la famille. Alors je dis toujours que ça devient difficile de faire une mission dans son pays,
de naissance parce qu'il faut venir les valises pleines. Mais bon, ça fait partie de la culture congolaise, on ne va pas nous l'enlever. Donc chaque fois que je viens, je pense aux étudiants. Et cette fois-là, je m'étais dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais apporter? Donc je suis passée par hasard devant une annexe de la mairie de HR à l'époque et qui m'avait proposé ça. Donc je pensais qu'ils allaient m'en donner une vingtaine. Et finalement, 300. Je me suis retrouvée avec 300. Et puis, je suis arrivée, enfin, j'ai tout emmené et j'ai donné à mes étudiants. D'accord. Alors, Louvi Boudoulou, qui est le corps de Symbiose. Avant la fin, pouvons-nous avoir 1 ou 2 minutes d'un morceau sur le sida? Est-ce possible? Merci. À 90%, cette maladie s'attrape à la suite des rapports sexuels non protégés. Toi, jeune fille, l'Afrique et notre pays, le Congo, luttent efficacement contre ce terrible fléau. L'homme en bonne santé est un malade qui s'ignore. De la même manière que tu fais la goutte épaisse pour contrôler ton paludisme, c'est de la même manière que tu devrais faire ton test de dépistage. Il est gratuit et volontaire dans notre pays. Voilà, c'était donc Romain Gardan du groupe SOS Salsa. Ils font de la salsa, le sida. Vraiment, prenez la question au sérieux. Le sida existe, hein, c'est pas une chimère, c'est pas... Non. Voilà, alors aujourd'hui, j'ai reçu Milly Théodora Mieré, enseignant-chercheur. Elle évolue dans la communication. Bref, vous faites beaucoup pour le Congo et moi, ça m'a plu. Ça m'a fait énormément plaisir de vous recevoir. Moi, je le dis comme ça de façon populaire, je voulais vendre votre image. Ah, merci. Ah oui, parce que vous ne traînez pas les pieds, vous ne croisez pas les bras, vous ne tournez pas les pouces. Un mot de fin quand même? Un mot de fin pour remercier l'Université de Versailles quand même, qui est mon employeur et qui me permet de vivre cette passion et cet amour pour le Congo. Et je remercie aussi les collègues de EST Littoral. Je pense à Madame Niadi, Monsieur le professeur Louembe, le docteur Bioko. Et à Brazzaville, au colonel Iwanza, à Monsieur Missier qui m'a accompagné ce matin, à Monsieur Ekondi, à mes étudiants, parce que c'est vraiment un plaisir. Moi, le Congo, c'est pas seulement un pays, mais c'est une passion. Je dis souvent en parlant du Congo que je regarde le Congo avec les yeux d'une femme amoureuse. C'est-à-dire je ne vois que ce qui est bien et ce qui est à améliorer. D'accord. Voilà. Donc, je pense que ça... Merci, madame. À vous aussi. Merci, chers téléspectateurs. Quand vous avez une question importante à développer, l'émission Symbiose est là pour vous. Nous ne recevons pas tout le monde, mais ceux qui ont quelque chose à apporter au Congo-Brazzaville. Nous avons un numéro, c'est le 06 664 12 16. Merci encore à toute cette grande équipe technique et merci une fois de plus à vous, Milly Théodora Mieré. Je vous retrouve vendredi prochain et peut-être bien avant pour une rediffusion en soirée. Portez-vous bien, à très bientôt.